Oui, bonjour tout le monde. Bien, très content d'être ici à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, une région où j'ai travaillé longtemps, entre autres à Mirabel. Très content d'être avec mon ami Yuri Chassin, que j'ai connu quand j'étais ministre de l'Éducation. Il était dans les associations étudiantes qui nous talonnaient au ministère de l'Éducation. Il s'est assagi un petit peu, je dis bien un petit peu depuis ce temps-là. Mais les gens m'ont dit toute la journée le travail extraordinaire qu'il fait comme député de Saint-Jérôme. Évidemment, il y a beaucoup de dossiers dans les Laurentides. Les Laurentides, c'est une région qui a été négligée pendant longtemps et par le Parti québécois et par le Parti libéral. Une région qui n'a pas eu sa part des investissements, que ce soit en santé, que ce soit en éducation, que ce soit même dans les infrastructures de transport. Il y a eu une croissance importante, puis c'est vrai, entre autres, ici à Saint-Jérôme, dans les dernières années, et les appuis, puis le support du gouvernement n'a pas toujours suivi. J'ai commencé ma journée ce matin avec la présidente du Centre intégré de santé et services sociaux des Laurentides, Mme Landry. On a fait un bilan de la situation, de ce qui s'est passé depuis 4 mois, en particulier dans les résidences de personnes âgées. Évidemment, un peu comme on l'a vu dans les autres régions, il y a eu un manque de personnel important. Heureusement, le CIS a amené des employés pour venir remplacer ceux qui avaient soit été atteints de la COVID-19 dans les résidences ou soit qui avaient peur d'être atteints éventuellement de la COVID-19. Mais on a quand même, puis il faut l'avouer, manqué d'employés. On en manquait depuis plusieurs années dans nos CHSLD, dans nos résidences. Heureusement, actuellement, dans les Laurentides, il y a actuellement 500 étudiants qui sont en train de se préparer à être formés d'ici le 15 septembre pour venir s'ajouter au personnel existant dans les CHSLD. Donc, on pense que ça devrait beaucoup aider s'il y a une deuxième vague cet automne. On a beaucoup parlé aussi de la situation des CHSLD physiquement. Beaucoup de CHSLD dans la région sont vétustes. On a malheureusement encore des CHSLD où il y a 2, 3 personnes par chambre. Donc, très important de rénover puis de construire ce qu'on va maintenant appeler des maisons des aînés. Donc, il y a 5 projets ici dans les Laurentides. Puis ce que je comprends, c'est que les gens voudraient en avoir davantage. J'ai rencontré ce midi tout le caucus, beau caucus bleu pâle, 10 comtés sur 10, qui appartiennent à la CAQ dans les Laurentides. Puis on s'est parlé des priorités. Évidemment, si j'exclus les maisons des aînés, il y a 2 projets qui attendent depuis beaucoup trop longtemps dans la région. D'abord, ici, l'hôpital de Saint-Jérôme. C'est urgent qu'on agrandisse, qu'on modernise l'hôpital de Saint-Jérôme. C'est tout simplement impossible, avec le volume de l'hôpital, d'être capable de donner des services dans des délais qui sont raisonnables. On a la même situation à Saint-Eustache, donc Deux-Montagnes. On a un hôpital qui a peut-être une des urgences les plus vieilles au Québec. Donc, il faut vraiment encore là agrandir, moderniser. Et on a beaucoup de projets de routes qui sont importants dans les Laurentides. D'abord, un qui est peut-être le plus prioritaire, avoir des voies réservées sur l'autoroute 15. Ça n'a pas de bon sens, la congestion qu'on vit depuis, je dirais, au moins une dizaine d'années sur l'autoroute 15. Donc, on doit démarrer rapidement la construction des voies réservées sur le côté nord. Il y a aussi, un peu plus haut, dans les Laurentides, travail à faire sur la 117 pour la faire passer à 4 voies. Il y a le dossier aussi à la chute Mirabel de la 50 qu'on doit dédoubler vers l'Outaouais. Donc, il y a du travail à faire à ce côté-là. Puis l'autre dossier qui dure, c'est presque une farce, le parachèvement de l'autoroute 19, un peu plus au sud des Laurentides. Ça doit être fait rapidement. Bon. Ça m'amène à vous parler du projet de loi 61.
J'étais content de voir d'abord que le maire de Saint-Jérôme, le préfet, appuyaient le projet de loi 61. On a besoin au Québec d'un projet de loi pour changer les lois et les règlements, pour que la période, les délais d'autorisation soient réduits. Pas question de réduire les exigences, en particulier en matière d'environnement, mais ça n'a pas de bon sens que ça prenne 4, 5, 6 ans avant de construire un projet d'infrastructure, que ce soit une autoroute, un hôpital, une maison des aînés ou une école. Donc, moi, j'aimerais être capable, dès l'entrée à l'automne, de présenter un nouveau projet. Évidemment que je dénonce le manque de collaboration du Parti québécois, du Parti libéral, de Québec solidaire, qui ont refusé de travailler avec nous à modifier les lois et les règlements, parce que ce sont des projets qui sont attendus par la population. Ça n'a pas de bon sens qu'on dise que ça va prendre encore 3-4 ans avant de commencer les travaux à l'hôpital de Saint-Jérôme ou l'hôpital de Saint-Eustache. Il faut absolument que ça se fasse rapidement dans les prochaines années et on est capable au Québec de réaliser des projets dans des délais qui sont plus raisonnables. Puis, évidemment, les politiciens, incluant à notre niveau, mais aussi au niveau municipal, bien, ils savent ce qui est bon pour la population. Puis si ce n'est pas le cas, la population peut toujours sanctionner les politiciens à tous les 4 ans. Donc, plutôt que de laisser des comités et des groupes d'individus retarder des projets pour 4, 5, 6 ans, je pense que c'est important qu'on change nos façons de faire au Québec, qu'on construise rapidement, qu'on agrandisse l'hôpital de Saint-Jérôme, qu'on agrandisse puis qu'on modernise l'hôpital Saint-Eustache, qu'on construise des voies réservées sur la 15, qu'on agrandisse la 117, la 50, qu'on parachève la 19, qu'on construise plus rapidement les maisons des aînés. Puis je sens vraiment, en tout cas j'ai senti ça aujourd'hui à Saint-Jérôme, dans les Laurentides, que les Québécois sont derrière nous. Donc, les Québécois n'appuient pas les 3 partis de l'opposition qui ont malheureusement refusé d'appuyer le projet de loi 61. Malheureusement, on a perdu un été de construction. On a actuellement des dizaines de milliers de travailleurs du secteur de la construction qui sont chez eux parce que le secteur privé a moins d'activité actuellement, qui auraient pu être à travailler sur des projets, sur nos routes, dans nos hôpitaux, pour être capable de donner des bons services à la population. Donc, on va continuer, comme gouvernement, de se battre pour accélérer la construction des infrastructures au Québec. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Peut-être un dernier mot. Je ne peux pas venir à Saint-Jérôme sans parler de la compagnie Lion. On en a parlé beaucoup avec le maire et le préfet. Il y a un potentiel extraordinaire. Vous le savez comment c'est important pour moi. On a 6 projets de tramway au Québec, mais on a surtout beaucoup de projets pour avoir plus d'autobus électriques, plus de camions électriques. Et dans ces secteurs-là, Lion, c'est une des entreprises qui, d'ailleurs, passe des commandes avec des clients américains. Donc, je pense que, attendez-vous à ce que dans les prochaines années, la compagnie Lion grandisse beaucoup à Saint-Jérôme. Donc, je pense que c'est un beau créneau. On peut construire beaucoup d'entreprises autour de cette entreprise qui est Lion, qui est une entreprise très prometteuse ici à Saint-Jérôme. Merci. On va débuter la période de questions. S'il vous plaît, vous limitez à une question, une sous-question. Marco Bellarcino, le devoir. Oui, bonjour, Monsieur le Premier ministre. Appuyez-vous la décision de la mairesse de la Ville de Montréal d'obliger le port du masque dans les endroits publics fermés et invitez-vous les autres maires à limiter, à prendre cette même décision s'ils le jugent nécessaire? Bon, écoutez, je suis pas fermé à cette décision. Ça fait partie des scénarios qu'on a examinés. Est-ce qu'on doit, à Montréal, dans la CMM, où il y a plus de cas, exiger dans les lieux publics intérieurs le port du masque? Pour l'instant, on le recommande fortement, puis on l'a rendu obligatoire, ou il va être rendu obligatoire dans les prochaines semaines dans le transport en commun. Évidemment, je vais vouloir en discuter avec nos partenaires, incluant la mairesse de Montréal, pour voir comment on peut mettre ça en place et comment on peut aussi faire respecter ce règlement. Mais je ne suis pas fermé à cette idée-là. Qu'est-ce qu'il vous faut comme information pour
vous avez interdit, vous avez obligé le port du masque prochainement dans les transports en commun. Qu'est-ce qu'il vous faut comme information, comme indicateur pour faire la même chose dans les endroits publics fermés? Vous avez souvent dit par le passé qu'une de vos préoccupations, c'est de maintenir l'adhésion de la population dans les mesures visant à freiner la propagation du virus. Est-ce que la mairesse Valérie Plante, dans la mesure où sa décision peut apparaître contre-productive dans cet esprit-là? Est-ce que c'est une bonne décision, mais c'est trop tôt? Déjà, il y avait l'arrondissement de Côte-Saint-Luc qui l'avait fait. Évidemment, le défi, c'est toujours de maintenir l'adhésion. Pour maintenir l'adhésion, j'ai toujours pensé, dans toutes les décisions que j'ai prises depuis 4 mois, qu'il fallait y aller graduellement. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé par exiger ou à suggérer le port du masque, après le rendre obligatoire dans les transports en commun. Là, on a vu en fin de semaine dernière que les consignes n'étaient vraiment pas respectées dans les bars, dans certains restaurants. Donc, évidemment, on doit aussi s'ajuster avec les résultats. Bon, heureusement, il ne semble pas y avoir d'augmentation des cas. On sait que parfois, ça peut prendre une semaine ou 2 avant de voir l'effet sur le nombre de cas. Moi, je pense qu'il faut être prudent, puis il ne faut rien exclure, incluant d'obliger le port des masques dans tous les lieux publics intérieurs. Michel Jean, TVA Nouvelle. Merci. Bonjour, M. Legault. Bonjour. Est-ce que, corrigez-moi si je me trompe, là, je comprends de votre position que vous n'êtes pas encore rendu à vous-même à l'imposer, le masque dans les commerces. Mais est-ce que la mairesse vous avait prévenu, l'avez-vous appris comme nous autres à TV hier, ou sur Twitter, que Mme Plante allait l'interdire à Montréal? Étiez-vous au courant de ça? Est-ce que vous avez prévenu? Non, je n'étais pas au courant, donc je l'ai appris. Mais bon, ça fait partie des pouvoirs qu'elle a, puis elle peut prendre cette décision-là, comme l'avaient fait aussi les gens à Côte-Saint-Luc. Maintenant, bien, ça suppose là, qui va appliquer. Est-ce que la loi, est-ce que ça va être la SPVM? Comment on va l'appliquer? Bon, nous, on avait proposé pour l'instant de le faire dans les transports en commun, puis que ce soit les personnes à l'entrée qui fassent finalement respecter le règlement. Bon, maintenant, comment on fait ça dans un magasin? Combien il y aura de personnes qui vont aller visiter les magasins, etc., etc.? C'est le genre de choses que je vais vouloir discuter avec elle. Êtes-vous préoccupé par là, sur la CMM maintenant, le Montréal obligatoire, Côte-Saint-Luc, ailleurs, non? Est-ce que vous êtes préoccupé par le message pas clair que ça envoie, que dans une même communauté, là, oui, parfois, non, parfois, est-ce que ça vous préoccupe? Je pense pas. Je pense qu'on voit ça un petit peu partout. Hein. Vous avez vu John Tory, une maire de Toronto, qui a pris certaines décisions, Doug Ford qui a pris d'autres décisions. On a vu M. Cuomo, le gouverneur de l'État de New York, prendre certaines décisions. M. de Blasio, le maire de New York, prendre d'autres décisions. Évidemment, la situation est très différente d'une municipalité à l'autre. On n'a pas la même situation à Montréal qu'à Québec. Moi, ce que j'essaie de faire, mon défi, c'est de s'assurer que ça soit le plus clair possible, mais en même temps, il faut comprendre que la situation est différente d'une municipalité à l'autre. J'ai une question pour Ottawa, à mon collègue à Ottawa. Sur la frontière avec les États-Unis, est-ce que vous êtes en faveur, avec un prolongement au-delà du 21 juillet, la fermeture de la frontière avec les États-Unis? Bien, ça, c'est une décision qui est très importante pour la santé publique, parce que quand on regarde les conditions pour être capable de déconfiner, il y a le maintien de certaines restrictions à la frontière. Donc, je sais que pour le Dr Arruda, entre autres, c'est important. Donc, j'étais content de voir qu'on reporte du 21 juin au 21 juillet. Est-ce qu'on devra le faire pour plus longtemps? Bien, ça sera à regarder, compte tenu de la situation dans les prochains jours, compte tenu aussi de la position de la santé publique au Québec. Vincent Maisonneuve de Radio-Canada. Oui, moi, la Croix-Rouge a tenté de recruter, a recruté des gens pour aller travailler dans les CHSLD. Le nombre de recrues semble assez faible. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que ça pose un problème de main-d'œuvre dans les CHSLD pour les prochains mois, en attendant les étudiants qui vont sortir des cours? Bien, écoutez, j'ai été déçu, puis je l'ai dit à plusieurs reprises. On avait 1300 soldats. Malheureusement, les soldats sont partis. M. Trudeau nous avait dit qu'ils seraient remplacés par des gens de la Croix-Rouge. On a à peu près une centaine de personnes de la Croix-Rouge actuellement.
Donc, évidemment, j'aimerais ça, en avoir à peu près 1000, comme c'était promis. On essaie de se débrouiller entre-temps. Je parlais justement avec la présidente du CIS ce matin. Il y a encore beaucoup d'employés de nos hôpitaux qui sont dans les résidences. Ça empêche de reprendre toutes les activités dans nos hôpitaux. C'est pas idéal. Évidemment, si on était capable d'avoir les 1000 personnes promises par le gouvernement fédéral, mais on se doutait un peu qu'on ferait face à cette situation-là, parce que rappelez-vous qu'avec le site Je contribue, on a recruté 10 000 personnes. Si on avait été capable d'en recruter plus, parce que c'est à peu près le même principe avec la Croix-Rouge, bien, on l'aurait fait. Donc, on n'était pas surpris là, que le 1000 promis n'était pas respecté, malheureusement. Et puis, au sujet du port du masque obligatoire, durant le confinement, il y avait des mesures pour le Grand Montréal, il y avait des mesures pour le reste du Québec. Dans votre esprit, est-ce que ça pourrait être la même chose pour le port du masque? C'est-à-dire, le Grand Montréal, le masque est obligatoire à l'intérieur dans les lieux publics, et ailleurs au Québec, comme il y a moins de cas, ben là, c'est seulement en transport. C'est pas quelque chose que j'exclus. Effectivement, la situation peut être différente d'une région à l'autre, donc les mesures, les consignes peuvent être différentes d'une région à l'autre. Julien Arsenault, La Presse canadienne. Oui, bonjour, M. Legault. Est-ce que vous appuyez l'idée que les bars et autres établissements du genre tiennent un registre pour avoir les coordonnées des gens qui fréquentent les établissements, que s'il y a un cas de COVID, qu'on puisse retracer plus facilement les gens qui étaient à l'intérieur? Non, on n'est pas rendu là. Est-ce que je ne l'exclus pas encore là? Si on voyait que dans certains établissements, incluant les bars, qu'il y avait beaucoup de propagation du virus, peut-être qu'on pourrait demander un registre des personnes pour pouvoir retracer les personnes qui ont été en contact avec une personne infectée. Mais pour l'instant, ce qu'on souhaite, notre premier souhait, c'est que les personnes dans les bars, dans les restaurants, respectent la distance de 2 mètres, puis qu'il n'y ait pas de propagation. Mais juste à la lumière dont tout ça a commencé avec ce qui s'est passé en fin de semaine, comme on l'a vu dans le bar du 10-30, combien de temps êtes-vous prêt à attendre avant de vous dire que vous n'êtes pas encore rendu là? Ça prendrait combien d'autres situations du genre? D'abord, il y a plusieurs situations. Le ministre de la Santé le disait hier, on pourrait penser fermer certains bars, retirer le permis de certains bars. Donc, il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles. Moi, j'ai trouvé ça malheureux qu'on voit les photos qu'on a vues, par exemple, au 10-30. Bon, en même temps, il faut être un peu compréhensif. Les gens ont été confinés pendant 3-4 mois, puis là, ils commencent à faire beau, puis ils voient leurs amis, puis bon, après quelques verres, ça peut être le fun de s'approcher, mais il faut il faut garder le 2 mètres, sinon on va être obligé de confiner. Personne ne souhaite ça. On va y aller avec la prochaine question. Question locale. Oui. Legault, mon nom c'est Charles Michaud de Topo Local. Les maires de la MRC, M. Legault, ont développé la perception qu'on leur attribue une part injuste du déficit de transport en commun, notamment au niveau des frais du déficit opérationnel du métro de Montréal, qui leur serait imputé sans trop qu'ils comprennent exactement la façon dont les chiffres sont comptabilisés. Est-ce qu'ils ont soulevé cette question-là avec vous dans vos rencontres ce matin et est-ce que vous êtes prêt à agir pour les aider à obtenir ce qu'ils veulent? Oui. Bien, c'est pas un problème qui est nouveau. Ça fait assez longtemps que je fais de la politique pour dire que c'est pas toujours facile, entre autres, de répartir les budgets du transport en commun entre le 514 puis le 450, entre autres. Et puis, ça amène des grands débats. Bon, évidemment, moi, je suis un député du 450, donc j'ai eu à plaider souvent pour le fait que le 450 peut-être supportait trop une partie trop importante des coûts du transport en commun qui aurait dû être attribué à Montréal. Mais bon, c'est quelque chose que je suis de très près. J'en ai parlé avec François Bonnardel, avec Chantal Rouleau, et c'est quelque chose que j'examine actuellement. Là. Je suis très conscient que les maires de la Rive-Nord ne sont pas satisfaits du pourcentage qui est attribué à leur municipalité. Peut-être une sous-question locale, M. Legault. Il y avait une quinzaine de personnes dans une intersection tout près d'ici tantôt qui manifestaient contre l'obligation de porter un masque. On connaît leurs propos, ils revendiquent la liberté individuelle, etc. Mais
au-delà du fait qu'ils soient peu nombreux, je me demande, est-ce que vous avez un message pour ces gens-là? Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Bien, ce que je dis à ces gens-là qui pensent que ce n'est pas vrai le virus, bien, on a eu 5600 décès. C'est vrai le virus. Et c'est vrai partout au monde, dans à peu près tous les pays. Donc, je comprends qu'en exigeant de porter un masque ou d'être confiné, ça brime certaines libertés. Mais je pense que c'est pour le bien collectif. On veut sauver le maximum de vies. Puis, ben moi, pas pour le plaisir là, que je demande aux gens de porter un masque, c'est pour sauver des vies. Puis, bon, qu'il y ait 15 personnes qui disent que c'est pas vrai, cette affaire-là de virus. Là. Au début, on trouve ça drôle, puis après, ben, peut-être qu'on trouve ça un petit peu moins drôle, mais bon, c'est la vie. On va y aller avec Cédric Caron du Journal de Montréal. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. Au-delà des... M. Michaud dit 15, il y en avait une cinquantaine un peu plus tôt, même il y en a qui parlent d'une centaine de personnes. C'est un mouvement qui prend de plus en plus de place sur les réseaux sociaux. Des gens qui remettent en doute la maladie, qui remettent en doute le vaccin. Tantôt, on scandait « Je ne veux pas me faire vacciner, je ne veux pas que mes enfants se fassent vacciner ». Est-ce que c'est préoccupant pour un premier ministre qui tente de passer un message à cette c'est une question d'équilibre. Moi, je dirais, dans ces personnes-là là, qui voient une espèce de complot, il y a des personnes qui disent carrément « ça n'existe pas le virus ». Ça, je ne peux pas être d'accord avec eux autres. Il y a d'autres personnes qui souhaitent qu'on tienne compte quand même de la balance des inconvénients. C'est sûr que si on empêche des clients d'aller dans une salle de spectacle ou d'aller dans un restaurant, bien, c'est pas bon pour l'économie. Puis il y a peut-être des personnes qui perdent leur emploi, qui perdent leur entreprise, qui vont être déprimées, puis ça peut amener des conséquences plus graves pour ces personnes-là. Donc, tout est question d'équilibre. Puis là, je rejoins certaines de ces personnes-là. On ne peut pas seulement regarder du côté de la santé, il faut aussi regarder du côté de la vie. C'est un peu l'exercice que j'avais à faire quand on a décidé de réouvrir les écoles à l'extérieur de Montréal. Il y a des parents qui ont souhaité ne pas envoyer leur enfant à l'école, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'il y a peut-être un petit risque d'envoyer son enfant à l'école, mais il y a aussi un risque de les garder à la maison, de ne pas les sociabiliser, de ne pas leur permettre de voir leurs amis. Donc, c'est toute une question d'équilibre. Puis je peux comprendre que certains peuvent se dire, vous savez, ce qui m'a surpris au début, quand j'ai demandé aux Québécois de se confiner, ça allait très bien. Puis quand on a commencé à déconfiner, bien là, j'avais une partie de la population qui disait « Legault va trop vite », puis l'autre disait « Legault va pas assez vite ». Bon, quand même, j'aurais essayé de plaire à tout le monde. Pas possible. Plaire à tout le monde par sa mère, là, ça n'existe pas. Merci. Prochaine question. La presse. Non. Justine Vachon, Cogeco Nouvelles, CMFM. Monsieur Legault, comme le Québec, la région des Laurentides a été séparée en deux avec la CMM. Il y a des citoyens, il y a des parents, il y a même des élus qui ont trouvé ça mélangeant. Parfois, on disait le Grand Montréal, hein? Mais pour les gens, par exemple, de Mirabel, de Beaubriand, c'était compliqué. Est-ce qu'avec du recul, vous n'auriez pas dû justement y aller régionalement au niveau de certaines mesures, par exemple, pour être plus précis et que les gens se sentent visés? Non, pas du tout. Je pense qu'il faut regarder la réalité, municipalité par municipalité. Vous savez, quand je regarde l'île de Montréal, moi, je viens de Sainte-Anne-de-Bellevue. Sainte-Anne-de-Bellevue, c'est pas mal plus loin du centre-ville de Montréal que Blainville ou Boisbriand. C'est la même chose avec Longueuil. À un moment donné, il faut regarder là, où il y a de la densité. Puis, bon, il y a une différence là, entre le sud des Laurentides, le sud de la Naudière, puis le nord qui est plus rural à certains endroits. Là. Donc ça, c'est factuel. Donc, puis il y avait effectivement plus de contamination, plus de gens par 1000 habitants contaminés dans le sud des Laurentides que dans le nord des Laurentides. Donc, c'est normal que les mesures soient différentes. C'est peut-être plus compliqué à appliquer, mais c'est pas vrai que le virus y arrête à la grandeur de l'île de Montréal. Par ailleurs, je reviens sur les mots que vous avez employés tantôt parlant de la région des Laurentides qui a été négligée et tout ça. J'aimerais que vous précisiez votre pensée là, par rapport à l'agrandissement notamment de l'hôpital de Saint-Jérôme qui est aux prises avec une importante éclosion. Est-ce qu'il y a un lien qu'on peut faire avec ça? Bien, écoutez, on peut juste constater
bon, dans la Nodière, il y a eu Pierre le Gardeur qui a été construit, qui doit maintenant déjà être agrandi. Ici, dans les Laurentides, ça fait longtemps qu'on entend parler de l'agrandissement de Saint-Jérôme. Je ne peux pas croire que ce n'est pas encore commencé. Donc, moi, disons que ma principale qualité, ce n'est pas la patience, là, mais j'en reviens pas que les travaux ne soient pas commencés à l'hôpital de Saint-Jérôme. Quelles sont les raisons maintenant pourquoi on n'a pas eu plus de travail de fait? C'est le choix des gouvernements qui nous ont précédés. On va prendre une prochaine question. Je vais juste enlever ça pour mieux parler. France Poirier, Journal Le Nord. Alors moi, je voulais savoir, la région des Laurentides, c'est une région très touristique. Là, on arrive aux vacances bientôt. Avec le déconfinement, le fait qu'il n'y ait plus de conférences de presse, le fait que le port du masque ne soit pas obligatoire, on dirait que les gens ont l'impression que ça n'existe plus. On regarde les comportements. Puis, Dr. Arruda avait parlé peut-être à la mi-juillet de rendre les lieux publics à 250 personnes. À la lumière de ce qui se passe présentement, pensez-vous qu'on peut arriver à ça? Bien, je reviens à ce que je disais tantôt sur l'équilibre. Tout est question d'équilibre. Je pense que les Québécois veulent aller en vacances. Moi, j'ai pas mal passé toutes mes vacances depuis ma jeunesse dans les Laurentides, que ce soit à l'Estérel, que ce soit à Saint-Jovite maintenant, Tremblant, que ce soit à Sainte-Agathe, que ce soit dans différentes villes des Laurentides. Je pense aussi que les établissements hôteliers qui sont dans ces coins-là ont besoin d'avoir, entre autres, des gens de Montréal qui viennent. Maintenant, il me semble que c'est possible de passer des belles vacances tout en restant à 2 mètres des autres personnes. Il me semble qu'il y a moyen de trouver un équilibre, pas obligé de tout fermer ou de tout ouvrir. Là, effectivement, ce qu'on a vu en fin de semaine dans certains bars des Laurentides, puis au 10-30, c'est des gens qui étaient beaucoup trop près les uns des autres, qui prenaient des risques qui sont inutiles. Il y a moyen d'avoir du plaisir puis se parler à 2 mètres. Mais le fait que le port du masque n'est pas obligatoire, comment vous pensez pouvoir aider ces établissements-là à faire respecter certaines règles? Bien, le masque, c'est important quand on n'est pas capable de rester à 2 mètres, puis c'est important quand on est à l'intérieur, qu'on est plusieurs à l'intérieur. Donc, est-ce qu'on devrait effectivement exiger le masque quand il y a un certain nombre de personnes dans des lieux publics à l'intérieur? Parce que, bon, il semble que l'air peut aussi transmettre le virus. Ça fait partie des scénarios qu'on regarde. Mais on essaye de ne pas mettre trop de contraintes, que les gens puissent quand même s'amuser, mais sans attraper le virus, sans le propager. C'est ça qui est notre défi. Prochaine question. Bonjour, M. Legault. Bonjour. J'avais abordé la question avec vous au mois de février quand on s'était rencontrés à Saint-Sauveur. Est-ce que M. Maher vous a parlé de difficultés de financement pour son service de police? On n'a pas discuté de ça aujourd'hui, mais c'est un sujet qu'on avait déjà discuté, puis que j'ai eu l'occasion de discuter avec Geneviève Guilbeault, la ministre de la Sécurité publique. Je comprends que certaines municipalités au Québec qui n'ont pas la SQ sentent qu'il y a peut-être un manque d'équité sur le financement qu'on demande aux citoyens de la municipalité par rapport au financement qui vient de Québec. Bon, en même temps, quand on a son propre corps de police, bien, c'est nous, comme municipalité, qui négocions avec les syndicats. Donc, on ne peut pas se plaindre qu'il y ait une explosion des coûts. C'est nous-mêmes qui avons négocié. Mais ça fait partie des réflexions qu'on a actuellement, que Geneviève Guilbeault a pour s'assurer qu'il y a une équité sur le coût des services de police qui est attribué à chaque municipalité au Québec. Je vous attendez le rapport de Ransouilly concernant l'étude qu'il a faite. Est-ce que c'est un dossier qui pourrait se régler à court terme ou ça peut prendre encore beaucoup de temps? Bien, je pense que l'échéancier que Mme Guilbeault s'était donné, c'était d'avoir des résultats soit à la fin 2020 ou au début 2021. Merci. Merci. Est-ce qu'il reste des questions en français? Sinon, on prendrait une dernière en anglais. Oui.
Donc pour CBC. Oui, M. Legault, à propos des masques obligatoires de règlement Montréal, pour mes collègues de CBC, do you think something similar should be applied to at the provincial level? Yeah, I think that I'm hoping to have the mask mandatory in Montreal and maybe in all Quebec. But right now, for me, what is important is that we get the support of the population. And that's why, since the beginning, I've tried to go progressively. So I've announced that the mask will be mandatory in collective transportation. Will we need to go further? I don't exclude that, but I think at the same time, it's not black and white. I think we have to put some restriction, not too much, if we want the population to follow and support these measures, but we cannot exclude at this time to add to the measures. We've seen what's happening in Texas and Florida. They have to reclose bars and restaurants. Of course, that's what we would not like to see. So in order to not have to close bars and a restaurant, maybe we'll have to get more places where we have to wear the mask. But so far, I strongly recommend when you go out of your home that you wear a mask. Merci. Merci tout le monde. Bonne journée.